Donc, bonjour à tous. Merci de vous être inscrits ou, à participer ou à écouter cette journée d'études. Je suis très heureuse qu'il y ait eu autant de personnes pour s'inscrire, même si je regrette les conditions dans lesquelles vont se dérouler cette journée à distance. Donc, quelques mots pour ouvrir cette journée. Notre journée sur les iconothèques prend place dans un double cadre intellectuel et institutionnel. Elle s'inscrit dans le programme de recherche NLING, dont vous pouvez voir une capture d'écran du site internet, dirigé par Anne Reverso à l'USC Louvain et financé par le RC de 2019 à 2024. Au cœur du projet se trouve l'image matérielle par opposition à l'image mentale et poétique, appréhendée sous l'angle des gestes et des pratiques de l'écrivain. L'un des aspects du travail que nous effectuons depuis 1 an et demi au sein de l'équipe, que je salue au passage, qui est parmi nous, est, pour pasticher Chateaubriand, d'aller chercher des images, voilà tout. Cette quête ne nous mène pas, hélas, en Grèce et en Orient. Ce n'est pourtant pas faute de demander. Anne, si tu m'entends, je renouvelle ma demande. Mais nous allons plutôt dans les bibliothèques, les archives, les maisons-musées, où sont conservés des fonds d'images classés parfois sous le titre de dossiers iconographiques. Et je vous montre par exemple le fonds Robert de Montesquieu, où vous voyez documents iconographiques, cela représente 32 volumes, mais parfois appelés iconothèques, selon un vocabulaire archivistique, ou parfois non inventoriés et dormant dans des cartons. Ou bien, lorsque ces fonds d'images sont devenus invisibles, non légués dans les bibliothèques, il nous faut retrouver les traces de ces images matérielles. Excusez-moi, juste un petit point technique. Je pense que quelqu'un n'a pas coupé son micro et on entend comme une petite souris qui tape sur son ordinateur, ce qui est... voilà, juste un petit point. Merci. De là est née l'idée de consacrer un cycle de 3 journées d'études aux iconothèques du 19e siècle à nos jours. En lançant cette réflexion, nous avions et avons, pour exemple, les très riches travaux sur les bibliothèques d'écrivains et d'artistes, menés depuis plusieurs années, notamment par certains d'entre vous, que ce soit à l'ITEM, avec Pierre-Marc de Biasi et tous les chercheurs qui l'ont entraîné dans son sillage, et évidemment Paolo Dorio et Daniel Ferrer, mais aussi au sein du LABEX, Les Passés dans le présent à Nanterre, dirigé par Ségolène Lemaine, ou lors d'une future journée d'études organisée par Laurence Brogniès à l'Université libre de Bruxelles, consacrée à un corpus belge. Mentionnons également le très beau collectif co-dirigé par Dario Gamboni. Ces travaux sur les bibliothèques nous inspirèrent des approches, description de fond, histoire de leur constitution, sociabilité liée au livre et pour nous à l'image matérielle, rapport au canon, pour nous le musée, place dans la création selon une approche génétique, tout en nous mettant en garde sur la part disparue, invisible des bibliothèques ou des iconothèques. Et vous savez peut-être que William Marx consacre un magnifique cours sur les bibliothèques invisibles cette année au Collège de France. Le terme iconothèque, large, désigne un lieu de stockage d'images, mais qui, à la différence des bibliothèques ou des pinacothèques, ne renvoie pas à une institution. Nous allons, ou plutôt nous allions, à la bibliothèque et à la pinacothèque, mais nous n'allons pas, peut-être dans un futur, à l'iconothèque. Dans son livre important, Imagerie, Philippe Hamon emploie le terme de manière assez vaste pour désigner tout lieu de stockage d'images et créer un lien de cause à conséquence entre le lieu et le statut d'icône des images, comme si l'un découlait de l'autre. Je cite,
pas d'icône sans son lieu d'inscription, de fabrique ou de stockage, pas d'icône sans son iconothèque. La définition archivistique donnée par le TLF parle non pas d'icône, mais de documents images. L'iconothèque est l'emplacement réservé au stockage de documents images, gravures, photos, répertoriés et classés en vue de leur utilisation. Cette alternative entre icône et document est à retenir. Elle invite à ne pas réduire notre sujet aux collections d'images issues d'une pratique de collectionneur et à tenir compte plus largement de toute forme de collecte d'images relevant de pratiques diverses. La collection d'images, donc, il en sera question chez les Goncourt et Céard, avec Dominique Petit et Agnès Sandras, grandes spécialistes de ces sujets, mais aussi le stock, le répertoire d'images, comme chez Cornell, présenté par Sylvie Ramon, la banque ou la bibliothèque d'images, ou même le corpus d'images implicites ou latentes qu'il convient de ne pas produire dans l'espace du livre, avec la question du livre illustré ou non illustré, abordée par Pierre-Marc de Biasy. Tous ces termes, iconothèque, répertoire, banque d'images, induisent des différences, des nuances sur lesquelles nous aurons l'occasion de réfléchir aujourd'hui. Les enjeux de notre journée sont donc nombreux. Réfléchir de façon collective à la manière de parler de fonds devenus souvent gigantesques, mais aussi réfléchir à la manière de parler de fonds devenus invisibles, notamment lorsque les images sont celles du temps de l'enfance et de l'adolescence. Et Laurence Campa a accepté de relever ce défi pour Apollinaire en retraçant la genèse de son regard. Il nous a semblé que notre réflexion gagnerait beaucoup à comparer les pratiques des artistes et des écrivains. Et il manque évidemment la catégorie de l'historien de l'art. À cette fin, grâce à François-René Martin à mes côtés, l'École du Louvre et l'équipe de l'ITEM, Histoire de l'art, se sont associés le temps de ce premier volet au projet sur les iconothèques. Nous apprendrons sans doute beaucoup de Sarah Assine, de Lini Foriac, de Sylvie Ramon sur la façon d'étudier de grands fonds d'images d'artistes avec les cas de Chenavard, de Moreau, de Cornell, notamment dans leur rapport au musée. Les interventions de Ségolène Lemaine et Pierre Watt aborderont la question de la constitution des iconothèques, moins sous l'angle de la collecte que de la fabrique des images. Ce ne sont que des jalons, déjà aboutis et programmatiques, mais qui invitent à étendre la réflexion. Il y a évidemment l'iconothèque d'Ingres, dont François-René Martin a pu se saisir, constituée de milliers de feuillets, qui fonctionnent cette fois comme des amorces dans la création artistique et des empêchements, la collecte finissant par concurrencer, voire épuiser la création des œuvres. La situation sanitaire a donné une résonance particulière à notre sujet. Dans le contexte où tous les musées sont fermés, nous nous réfugions dans nos iconothèques constituées de catalogues d'expositions, de cartes postales, d'affiches, de photographies. Nous feuilletons nos stocks d'images. Nous nous les échangeons, voire nous en envoyons avec des boîtes de chocolat. Nous faisons l'expérience d'un rapport paradoxal aux arts, un rapport plus intime par la sélection opérée et le geste corporel de feuilleter, de prendre en main nos images, mais un rapport entravé et teinté de mélancolie, où le sentiment de la distance aux œuvres originales est plus vif, où le souvenir cède rapidement au désir de voir ou revoir une œuvre et de reprendre le chemin du musée. Dans notre manque des lieux d'art, liés à une situation exceptionnelle, nous devenons un peu plus les frères des artistes et des écrivains du XIXe siècle, dont il va être majoritairement question. Le XIXe siècle est celui de l'essor des images, des musées et des moyens de transport,
Mais la reproduction est souvent un médium pour y accéder, désarticuler de la vision même de l'œuvre, même chez les plus esthètes. Et Laurence Brogniès nous en touchera un mot avec le cas des symbolistes belges, tout comme Dominique Petit avec les estampes japonaises des Goncourt. Je vais céder la parole maintenant à François-René Martin pour la suite. Merci. Je veux à mon tour remercier les intervenants de cette journée qui ont accepté il y a quelques mois de venir contribuer à cette journée qui est, vous l'avez compris, le premier volet d'un triptyque qui devait être, en tout cas à l'origine, une réunion de propositions et d'échanges rapprochés, c'est-à-dire se déroulant dans l'espace d'une salle de l'École normale supérieure avec des débats, des discussions dans les pauses, des regards croisés. Nous serons donc dans cet espace tout juste mixte, 2 organisateurs et un intervenant à Paris, rue d'Ulm, et des intervenants à distance, avec un public lui aussi à distance, mais réuni par cette magie très ambivalente des écrans et de la technologie, qui ne permet pas de faire comme nous le faisions auparavant ce métier, mais qui permet étrangement, de manière très contre-intuitive, de fabriquer des échanges qui parfois sont étrangement vivants. Nous essaierons en tous les cas d'y parvenir. Un mot à mon tour sur cette journée d'études au sein d'un projet dont l'origine revient à Anne Reverso et Jessica Desclos, et au sein duquel l'équipe de génétique de la création artistique de l'ITEM École du Louvre s'est associée. Cela tient évidemment au projet divers qu'avec Jessica Desclos, nous avions pu mener ces dernières années entre l'École du Louvre et le Centre Vivant Denon, au Musée du Louvre, à l'occasion d'une journée d'études au Collège de France qu'elle avait conçue dans le cadre du séminaire d'Antoine Compagnon, et enfin dans le cadre des activités du 3e cycle de l'École du Louvre, dont j'ai la responsabilité. Cela tient également au projet qu'à l'ITEM, j'ai pu mener ces dernières années avec d'autres chercheurs comme Ségolène Lemaine et Pierre-Marc de Biasi. Jessica Desclos a mentionné le cas Ingres, sur lequel on peut revenir peut-être. Voilà une image que je trouve très suggestive de ce qu'on pourrait appeler l'iconothèque d'Ingres, c'est-à-dire une 50aine de portefeuilles qui sont conservés au musée Ingres à Montauban et dans lesquels se trouvent toutes les feuilles, c'est-à-dire des gravures, des lithographies ou même des photographies collectées par Ingres au fil de sa carrière. Il faut imaginer, c'est un classement qui a été fait par un conservateur qui s'appelait Cambon, que tout cela voisinait avec les dessins documentaires d'Ingres, fait par lui-même, des autographes. Ce cosmos a été en quelque sorte divisé par les conservateurs, mais il définit bien déjà d'emblée les problèmes que posent les iconothèques, la séparation entre les images et la bibliothèque, ou le continuum entre les images collectées et les propres créations de l'artiste. Ingres, de ce point de vue-là, est un cas qu'on peut qualifier de paradigmatique des problèmes que posent les iconothèques d'artistes. En bref, derrière toutes ces configurations institutionnelles que j'évoquais avant de parler d'Ingres, il y a, et c'est ce qui autorise tous ces projets, la volonté de croiser des problématiques entre littéraires et historiens de l'art et qui permettent d'associer ou opposer des pratiques, celles des artistes et des écrivains. Aujourd'hui donc, leurs iconothèques. C'est donc une chose très réjouissante que de voir cette journée aboutir dans cette forme à laquelle vont contribuer et assister nombre de doctorants et docteurs de l'École du Louvre avec les membres du groupe de génétique de la création artistique de l'ITEM et de l'École du Louvre. Et si je cite ces membres, là, nous les retrouvons dans cette autre photographie que vous voyez sous les yeux. C'était une semaine de travail que nous avions pu mener, cette petite équipe, au musée Ingres, à Montauban, avec, vous reconnaissez peut-être, pour ceux qui les connaissent sur cette photographie, Ségolène Lemaine, ici sur la droite, et à gauche, Henri Zerner. Et nous étions penchés sur ces grands portefeuilles d'Ingres, avec ici des gravures du 19e siècle qui représentent la Fornarina. Bref, une petite portion de cette gigantesque iconothèque constituée par Ingres. 2 ou 3 choses que je sais plus ou moins bien, d'ailleurs, des iconothèques pour prolonger le prologue théorique qui vient d'être établi par Jessica. Des choses qui, évidemment, seront travaillées et enrichies aujourd'hui. Il y a tout d'abord la question des dispositifs. À quoi, très concrètement, matériellement, ressemblent ces iconothèques? Des pages ou des cartons sur lesquels sont agencées des images. Des boîtes, il en sera question avec Joseph Cornell, dans lesquelles sont rangées des images dans le désordre ou dans des ordres bien compris. Des albums où, page après page, défilent des images selon un ordre cohérent, des catégories ou la succession temporelle, pour constituer une anthologie, par principe réduite, ou bien un corpus en expansion.
des meubles avec des tiroirs ou des rayonnages où l'on peut accumuler un nombre plus ou moins grand d'images, des murs d'images restreints ou expansifs, où les iconothèques prennent la forme de constellations. Enfin, à l'ère du numérique, des dossiers sur un écran où sont accumulées des images trop nombreuses, enregistrées dans la mémoire fragile des ordinateurs. On pourrait évidemment ajouter de multiples catégories à cette ébauche de classification. On pense ici, avec d'innombrables exemples, aux biotopes des Goncourt, à Auteuil, tels que les décrit Alitor Delsan, dans l'armoire qui formait le centre de la bibliothèque, les ouvrages à images, les dessins et états d'eau forte avec les reliures, qui peuvent être aussi des images. Notre collègue Dominique Péty reviendra sur cet univers imagier où la question du dispositif est un levier et une question. Il y a ensuite la question de l'iconothèque dans le processus de création, ce qu'on appelle la génétique. L'iconothèque qui se double et se mêle naturellement d'une part aux sources disparates, dans un pôle du champ, et à la bibliothèque dans l'autre part de ce même champ. Les artistes et les écrivains puisent à ces deux sources, dans des parts variables. Mais chez les artistes ou les écrivains qui nous intéressent, la notion de source peut être enrichie. Avec les sources textuelles vont des sources imagières chez les écrivains. Nous le savons depuis longtemps, et je voudrais dire combien, dans mon itinéraire personnel, la lecture d'une thèse jamais publiée, celle de Jean-Pierre Guilherme, a compté pour moi. Et avec les sources imagées, iconographiques, vont des textes, qu'il s'agisse des artistes ou des écrivains. La génétique s'est saisie depuis longtemps de cette question, avec des fruits qui importent beaucoup pour les historiens de l'art. Troisième et dernier point, nous avions pensé, au commencement de cette journée, intégrer les iconothèques des historiens de l'art. Nous n'avons pu le faire et arriver à cette triangulation qui nous intéressait et dont il nous semblait évident qu'elle enrichissait notre propos de départ. Peut-être ajouterons-nous cet élément plus tard en le mêlant naturellement aux autres. Il est en tout cas, je le crois profondément, tout aussi essentiel que cette question des iconothèques des artistes ou des écrivains. J'en donne un aperçu très bref dans cette introduction, ébauche d'une autre journée qui pourrait donc être conçue avec celle que nous vous proposons. Tout d'abord, je mentionnerai une iconothèque qui est célèbre chez les historiens de l'art, c'est celle de Federico Zeri, le grand connaisseur italien. Federico Zeri, dans sa maison à Mentana, dans la périphérie de Rome, où il y avait une gigantesque bibliothèque de 100 000 livres, et une pièce où étaient conservées dans des boîtes, avec un principe de séparation, des milliers et des milliers de photographies. Ça, c'est un premier type, avec effectivement une sorte de séparation entre la bibliothèque et l'iconothèque, et une des plus belles iconothèques jamais établies par un historien de l'art. Ça, c'est une première formule qui est relativement classique et qui correspond à ce qu'on appelle le connoisseurship. J'évoquerai un deuxième type d'iconothèque que j'ai pu fréquenter il y a quelques années au Getty à Los Angeles, c'est l'iconothèque de Leo Steinberg. Chez Leo Steinberg, ce qui est passionnant dans ses dossiers qui correspondent à des projets d'écriture et qu'il a lui-même conçus à la fin de sa vie avant de léguer toute sa bibliothèque et toutes ses archives au Getty, les dossiers ne séparent pas les écrits, les dessins de Leo Steinberg et les photographies très nombreuses qu'il collectait. Là, il y a un continuum, un cosmos qui est fait de textes, de dessins et de photographies. Son iconothèque est indissociable de ses manuscrits, de ses archives, mais aussi de sa bibliothèque. Et je citerai un troisième type qui donne une idée de la richesse de ces iconothèques d'historiens de l'art, et ce sera la dernière diapositive, c'est le fameux Atlas Mnemosyne d'Aby Warburg, qui est évidemment une iconothèque qui est devenue musée, mnémosyne, mémoire, atlas, c'est-à-dire beaucoup de formes qu'il s'agirait effectivement d'essayer de définir et qui est véritablement maintenant, on le comprend très bien, au centre de l'œuvre d'Aby Warburg. Ici, en guise de conclusion à cette brève présentation, vous voyez ici les planches de l'Atlas Mnemosyne qui ont été présentées à Berlin au mois de septembre dans une exposition qui reprenait ce dossier de l'Atlas Mnemosyne de Warburg à la Maison des Cultures du Monde. Une exposition passionnante que j'ai eu la chance de voir dans cet intervalle très court. On pouvait encore prendre l'avion pour aller de France, depuis la France jusqu'à Berlin. Tout cela, en tout cas, donne une idée de la richesse de cette question des iconothèques, évidemment chez les artistes, évidemment chez les écrivains, mais aussi chez les historiens de l'art. Je vous remercie pour votre attention. Nous pourrons entamer notre première séance, créer et collecter des images. Juste de brefs mots. Je tiens de nouveau à remercier les intervenants d'avoir accepté de maintenir leur présence dans les conditions actuelles.
ce n'est pas seulement parler sur Zoom qui peut être désagréable, mais c'est aussi le fait de ne pas pouvoir avoir pu consulter toutes les archives dont ils avaient besoin pour mener à bout ou à bien leurs travaux. Donc, certains d'entre eux ont été un petit peu gênés et malgré cela, ils acceptent d'intervenir et voire de compléter par la suite si besoin est. Et je leur en suis vraiment très, très reconnaissante. Il y aura 4 sessions. La première session va être présidée par Anne Reverso, qui donc dirige ce projet Handling à Louvain. Merci encore à tous.